Puis je vais essayer d'y aller comme vraiment plus rapidement pour ceux-là, bien que je pense que c'est là-dessus qu'on aurait peut-être dû passer le plus de temps. Ça fait déjà plus de 50 minutes qu'on est ici, puis je veux pas vous sortir un petit podcast de 2 heures, là, les boys. Je vais y aller avec le combat de la décennie, t'sais, on va commencer par ça. Et il y en avait tellement, là, que j'ai dû faire un top 20. Je n'avais pas le choix, c'était trop cruel que de couper certains de ces combats-là. Donc j'ai un top 20, 5 mentions honorables en plus. Donc mes mentions honorables des combats de la décennie. Donc dans le fond, top 25, qu'est-ce que c'est rendu là? Daniel Cormier face à Alexander Gustafsson à l'UFC 192 en 2015. Frankie Edgar, Gray Maynard 2 à l'UFC 125 en 2011. Georges Saint-Pierre, Michael Bisping, UFC 217 en 2017. Justin Gaethje, Michael Johnson à la finale de l'Ultimate Fighter 25 en 2017 toujours. Et ma dernière mention honorable, Paulo Costa Yoel Romero à l'UFC 241 cette année. Et ça nous mène au top 20. Comme je vous ai dit, beaucoup trop dur de faire un top 10. J'avais pas le choix de faire un top 20. Au numéro 20, un combat que j'étais présent, un combat que je vais me rappeler toute ma vie. Steve Bossé, Sean O'Connell, UFC Fight Night 89 à Ottawa, c'était en 2016. Bossé s'est littéralement fait éteindre au premier round, puis il s'est réveillé quand il a touché le sol, revenu, puis il a gagné ce combat-là. C'était une des guerres les plus épiques qu'on a vu, un des combats de les 3 rounds les plus épiques, probablement le seul, là, je vous dirais, non, pas le seul, finalement, j'en ai vu 2 autres, mais bref. Un des seuls combat de 3 rounds qui est assez solide pour faire le top 20 des meilleurs combats de la décennie. C'est Bossé contre O'Connell au numéro 19. Vanderlei Silva, Brian Stan au Japon, UFC on Fuel TV 8 en 2013. Si vous avez pas vu ça, allez juste voir ça, ça vaut la peine. Numéro 17, un des seuls combats, je pense, le seul combat non UFC. Oui, exactement, le seul. Non, pas vrai. Si je dis de la merde. Les 2 combats non UFC. Le premier d'entre eux, Justin Gaethje, Luis Palomino, World Series of Fighting 19, ouais, exactement, 19, World Series of Fighting 19 en 2015. On passe au numéro 17, Dominic Cruz, TJ Dillashaw. C'est sur toute la liste, le combat qui était pas un action fight, c'était vraiment un combat super tactique, mais c'était de loin le meilleur combat tactique qu'on a vu de la décennie. Absolument magnifique comme combat. Je l'ai au numéro 17, numéro 16, Dustin Poirier, Justin Gaethje, UFC Glendale en 2018. Au numéro 15, Dustin Poirier toujours, Max Holloway, UFC 236, on en a parlé v'là pas long, c'était génial. Numéro 14, Kamaru Usman, Colby Covington, UFC 245. Au numéro 13, si vous voulez parler d'un combat qui a duré juste un round, probablement le combat d'un round le plus épique de l'histoire des arts martiaux mixtes, Nick Diaz, Paul Daly, Strikeforce en 2011. Allez voir ça, ça en vaut la peine. Ça nous mène au numéro 12. Johnny Hendricks, Robbie Lawler 1, UFC 171 en 2014. Numéro 11, Korean Zombie, Dustin Poirier, UFC on Fuel TV 3. C'était genre en Virginie à quelque part, je me rappelle plus trop, peut-être Norfolk. Bref, on s'en fout. C'est en 2012, c'est magnifique. Passons au top 10. Au numéro 10, là on a tous des classiques absolus, là, quand t'es un des 10 meilleurs combats de la décennie, c'est parce que t'es un classique absolu. Et au numéro 10, nous avons Cub Swanson face à Doo Ho Choi à l'UFC 206 à Toronto en 2016. Quel combat absolument légendaire. Numéro 9, ça je suis prêt à le dire là, avec certitude, c'est mon combat de 3 rounds préféré ever. Diego Sanchez, Gilbert Melendez à l'UFC 166 à Houston. Je vais me rappeler toute ma vie. Mon ami Big Runs en venait écouter les combats. Puis il est arrivé direct entre le premier puis le deuxième round. Puis j'étais allé ouvrir la porte. J'ai dit, ah, pointe-toi, mon gars. T'es en train de manquer l'affaire la plus épique que t'as vue de ta vie. Puis on s'est pointé pour nous regarder 2 autres rounds. Puis on avait à gueule à terre. C'est absolument incroyable, ce combat-là. Ça me mène au numéro 8. Conor McGregor, Nate Diaz 2 à l'UFC 202. Numéro 7. Robbie Lawler, Carlos Condit, UFC 195 en 2016. Au numéro 6, Israel Adesanya contre Kelvin Gastelum, UFC 236, cette année, même en 2019. Et passons au top 5. Oh my god, c'est excitant. Quel combat ai-je mis dans mon top 5 de la décennie? Je pense pas que personne va être déçu quand je vous dis qu'au numéro 5, j'ai Dan Anderson, Shogun Rua, UFC 139 en 2012. Au numéro 4, Jose Aldo,
Chad Mendes 2, UFC 179 en 2014. Quel classique absolu. Et au numéro 3, le plus grand combat heavyweight de l'histoire. Mark Hunt, Antonio Bigfoot Silva en Australie en 2013. C'était à l'UFC Fight Night 33. Au numéro 2, je dois l'avouer, mon combat préféré de l'histoire des arts martiaux mixtes. Je ne l'ai pas mis au numéro 1 parce que je pense que le combat qui doit être mis au numéro 1 est un combat absolument légendaire, un combat qui a représenté tellement de choses puis qui est vraiment un moment marquant de l'histoire des arts martiaux mixtes. Mais selon moi, là, si vous me demandez entre le numéro 2 et le numéro 1, lequel je préfère, c'est le numéro 2. C'est John Jones contre Alexander Gustafsson à l'UFC 165 en 2013. Ça aussi, c'était à Toronto. Toronto a eu le droit à certains des plus grands combats de l'histoire des arts martiaux mixtes, on s'entend. Et ça, ben, c'est mon combat préféré, tout simplement. Là, un combat que j'écoute au moins une fois par année, religieusement. Je pense encore que Gustafsson a kinda gagné, mais bref. Ça me mène donc au numéro 1, le combat le plus épique de la décennie, selon moi. Et c'est nul autre que Robbie Lawler face à Rory McDonald 2 à l'UFC 189 en 2015. Le build-up dans ce combat-là, les deux premiers rounds qui commencent plutôt slow, puis là ça commence à pick-up au round 3, au round 4, au round 5, ça arrête plus entre le round 4 et le round 5 quand les deux se regardent. T'as Lawler qui crache du 5, ça lève de Joker, t'as Rory McDonald qui a littéralement plus de nez, qui a l'air d'un complet zombie. Wow. Quel combat, comme je vous ai dit, un des plus grands moments de l'histoire du sport. Si tu veux initier quelqu'un aux arts martiaux mixtes, il a jamais vu ça de sa vie, c'est même pas c'est quoi, tu lui montres ça, ça va lui montrer à la fois le plus beau et le plus laid du sport en même temps. Quel moment absolument incroyable. Et c'est ça ma liste des 20 meilleurs combats de la décennie. Passons maintenant aux 10 meilleurs moments, les moments singuliers qui ont été les 10 meilleurs dans la décennie. J'ai 5 mentions honorables. Allons-y maintenant à la première d'entre eux. Anderson Silva qui soumet Chael Sonnen au 5e round par Triangle Armbar à l'UFC 117 en 2010 dans un combat qui avait perdu chaque seconde. C'est le moment qui a fait Anderson Silva la star qu'il est aujourd'hui, qu'il était dans les années où il était à son pic. Ensuite, Ronda Rousey contre Liz Carmouche, le premier combat féminin de l'histoire de l'UFC, le premier main event féminin de l'histoire de l'UFC et le début d'une aventure géniale avec Ronda Rousey. Prochaine mention honorable, Conor qui passe le KO à Jose Aldo en 13 secondes à l'UFC 214. Ensuite, John Jones devient le plus jeune champion de l'histoire en battant Shogun Rua à l'UFC 128, c'était en 2011. Et ma dernière mention honorable, Michael Bisping qui a une des plus grandes surprises de la décennie en battant Luke Rockhold et en devenant champion à sa première opportunité en toute fin de carrière. Ça, il a pris toute sa carrière pour obtenir un title shot. Il a fallu que quelqu'un se blesse et qu'il prenne le short notice, mais il a réussi à le faire et à devenir champion du monde. Donc, ce sont mes mentions honorables pour les plus grands moments. Allons-y au numéro 10. Jorge Masvidal et son flying knee sur Ben Askren, le baptême de Ben Askren à l'UFC 239, c'est mon 10e plus grand moment de la décennie. Au numéro 9, DC qui passe le KO à Stipe Miocic et devient champ. Probablement, dans toutes les champ, celui qui le méritait le plus, la meilleure personne à devenir un double champion. Tu sais, je vous dis pas qu'Amanda Nunes c'est pas une personne absolument incroyable non plus. C'est pas ça que je dis, mais selon moi, la personne que, en dedans de moi, ça m'a fait le plus de bien, voir accomplir cet accomplissement génial-là, puis finalement gagner un titre qui est légitime, qui est pas, hey, t'es juste champion parce que John Jones est suspendu pour X, Y, Z conneries. C'est Daniel Cormier, puis wow, absolument magnifique. Au numéro 8, Demetrius Johnson, qui sort probablement la soumission de la décennie pour battre le record de défense de titre. C'était à l'UFC 216 en 2017. C'est un combat absolument incroyable. Au numéro 7, le seul moment que je n'ai pas vu, puis je suis tellement fier de dire que je l'ai pas vu, puis je ne le verrai jamais, ça je vous le promets, mais ça reste un des moments les plus marquants de la décennie, et le moment précis où on a commencé à parler de Super Fight, puis on n'a pas encore arrêté là, depuis même en début 2020. C'est Floyd Mayweather face à Conor McGregor, le combat de boxe. De marde, disons-le ici, mais bref, comme je vous ai dit, je l'ai pas vu, j'en ai entendu parler en masse, mais je l'ai pas vu, fait que je peux pas vous dire de mes propres yeux que c'est un combat de marde, mais c'est un combat de marde. Au numéro 6, Chris Weidman
passe le KO à Anderson Silva qui est en train de se foutre de sa gueule, danser, faire comme si rien pouvait faire mal. Puis boum, un moment donné, se fait éteindre raide et ainsi prend fin la plus grande séquence à ce moment-là de défense de titre consécutive et la plus grande séquence de l'histoire dans l'UFC, la plus grande séquence victorieuse. Weidman a mis un terme à ça, c'était à l'UFC 162 en 2013. Je vais toujours m'en rappeler, j'avais une compagne dans ce temps-là, on était assis dans mon lit, on écoutait ça, et puis, ben, dans le fond, cette fille-là, elle a jamais écouté les arts martiaux mix de sa vie. Tu comprends? Elle sait pas c'est qui Anderson Silva, elle sait pas c'est qui Chris Weidman. Puis même elle, quand ça s'est arrivé, elle comprenait fuck all, elle savait, elle a compris que c'était pas supposé d'arriver ce qui venait d'arriver. Puis même elle, ça a été un moment qui l'a vraiment surpris, même si elle avait aucune idée de ce qui arrivait. Donc ça te prouve juste l'ampleur du moment. Je l'ai au numéro 6. Au numéro 5, Conor contre Khabib. Et le fameux brawl d'après-combat à l'UFC 229. C'était le plus gros stage possible, le plus gros nombre de pay-per-view vendus de l'histoire du sport. Puis qu'est-ce qui est arrivé après le combat? Une bagarre générale. Quoi d'autre? C'est peut-être pas le moment le plus heureux, mais c'est un des moments les plus marquants de la décennie, et ça de loin. Pourquoi je l'ai au numéro 4? Au numéro 5, c'est-à-dire. Parce qu'au numéro 4, j'ai Conor McGregor qui bat Eddie Alvarez pour devenir le tout premier champ simultané, le champion featherweight, champion lightweight, dans 2 divisions en même temps. Oui, on le sait, il allait plus jamais se battre à featherweight, il gardait juste ce belt-là pour pouvoir avoir les 2 belts, prendre sa photo, puis un moment donné, la laisser aller. Cependant, il a été le premier double champ, c'est un moment marquant de l'histoire qui arrive probablement au personnage le plus marquant de l'histoire. Et c'est pourquoi je l'ai au numéro 4. Numéro 3, on rentre dans du sérieux. Holly Holm passe le KO à Ronda Rousey devant la plus grosse foule de l'histoire de l'UFC à ce moment-là. C'est à l'UFC 193 en 2015 en Australie. Vous l'avez tous vu ce moment-là, je suis pas besoin de vous l'expliquer. Je l'ai au numéro 3. Au numéro 2, GSP fait son retour et bat Michael Bisping à l'UFC 217 pour lui aussi devenir un champ, devenir champion dans 2 divisions de poids. C'était pas simultané, mais il aura été champion 185 ainsi que champion 170, probablement le meilleur champion 170 de l'histoire, et il a vraiment solidifié son statut comme probablement le plus grand combattant de l'histoire des arts martiaux mixtes à ce moment-là. Donc c'est mon numéro 2 des meilleurs moments de la décennie. Et mon numéro 1, probablement mon plus grand moment d'arts martiaux mix à vie. J'ai jamais capoté comme ça quand j'ai écouté un combat, puis ça c'est arrivé. Mon combattant préféré, n'étant pas nommé Nate Diaz, qui vient battre Conor McGregor à l'UFC 196 dans un combat que Conor ça allait bien pour lui, puis un moment donné semblait avoir sa petite baisse de régime habituelle, puis Nate Diaz a sauté dessus, a forcé Conor à shooter pour un takedown dégueulasse, il se retrouve au sol, puis il l'a choqué, et ensuite, parce qu'il faut vraiment intégrer l'entrevue d'après-combat dans le moment, est allé dire, selon moi, la côte la plus épique de l'histoire des arts martiaux mixtes, quand Joe Rogan a demandé « Hey Nate, bravo de gagner, qu'est-ce que t'en penses? » Il a sorti le fameux I'm not surprised, motherfuckers. Et puis ça a été le plus beau moment. J'ai crié, j'ai gueulé, j'ai chié. Je pense que j'ai même chié dans mes culottes, les boys. Seulement que c'était le moment le plus épique de l'histoire des arts martiaux mixtes, selon moi. Voilà 10 meilleurs moments de la décennie en arts martiaux mixtes. On va passer aux nouvelles, les plus grandes nouvelles de la décennie, les plus grandes stories de la décennie, parce que pour certains, c'est pas juste une nouvelle individuelle, c'est des choses qui se sont déroulées sur plusieurs années. J'ai des mentions honorables, ce sont les suivantes: la débâcle de l'UFC 200, tout ce qui est arrivé. Conor contre Diaz 2 qui a été annulé parce que Conor voulait pas faire de médias. Ensuite, John Jones qui fait leur drug test à quelques jours du combat, voit son combat contre DC annulé. Le retour de Brock Lesnar, Ariel Helwani qui spoil le retour de Brock Lesnar à l'UFC 199 puis qui se fait calisser dehors, tout ça pour se faire reprendre quelques semaines après, mais bref, toutes les choses sont arrivées alentour de l'UFC 200 qui a fini par arriver, qui était pas la carte qu'on espérait que ça soit, mais ça a quand même été un grand événement, et puis c'est dans mes mentions honorables des plus grandes nouvelles de la décennie. Ensuite, l'échange entre One et l'UFC, Askren contre Demetrius Johnson, une première en MMA et puis un grand moment, peut-être ça a même set un precedent, donc je le mets dans mes mentions honorables. Le Fox deal, le deal avec Fox, c'était à ce moment-là gigantesque parce que l'UFC passait de Spike TV qui était quand même dans beaucoup de chalets aux États-Unis, mais qui était un peu plus niche. Avec Fox, l'UFC passait en cable television, comme on appelle à l'UFC, aux États-Unis. Puis comme on appelle ici, c'est comme si l'UFC jouait à genre TVA, Radio-Canada ou V. Un des postes que tout le monde a sur sa télévision, no matter what.
Ensuite, Scott Coker, qui est engagé comme CEO et président et personne qui va diriger Bellator. Ça a été la renaissance de Bellator qui n'a que pris du galon depuis. J'ai donc ça dans mes mentions honorables et finalement l'UFC qui achète la WEC et qui, après quelques temps, l'intègre dans sa compagnie, amenant ainsi les divisions des 135 livres et 145 livres qui n'existaient pas avant. En 2010, il n'y avait pas ces divisions-là dans l'UFC. Ils sont arrivés, il me semble, fin 2010, début 2011, peut-être même 2012, il me semble que c'est 2011, si je me rappelle bien. Donc, ce sont mes mentions honorables. Passons au top 10. Au numéro 10, c'est le lawsuit de l'UFC, le Clash Action Lawsuit qui pèse contre l'UFC, dans lequel il y a vraiment beaucoup de détails par rapport au fighter pay, au pay des combattants qui sont révélés. Puis on se rend compte que les combattants sont vraiment sous-payés. C'est absolument quelque chose d'horrible. Et puis, ben ça n'a pas le choix. Là, c'est un ongoing. Ça fait plusieurs années que ce lawsuit-là a lieu. Et c'est un ongoing trend. Et puis l'UFC ne l'a pas encore adressé, c'est pas encore fini, le fighter pay n'a pas encore augmenté, ça va être quelque chose qui va continuer dans la prochaine décennie, mais j'ai pas le choix de mettre ça au numéro 10 des plus grandes nouvelles de la décennie. Au numéro 9, le Reebok deal. Quelle catastrophe pour le sport ce fut, quelle catastrophe c'est encore pour le sport, les combattants ont tellement perdu de revenus, puis le problème c'est qu'avec le temps, on commence quasiment à apprécier les uniformes Reebok, à apprécier le look qui est plus homogène, pas de style de sponsor partout comme Dana White disait, avoir Condom Depot sur le cul, des affaires de même. Le problème, c'est que depuis, c'est la cage là, de l'UFC qui arrête pas d'avoir de plus en plus de commanditaires dessus, pis c'est super hypocrite que l'UFC vende absolument à tout, là. Oh, here is the first round corner cam presented by YZ. Here is the post-fight interview presented by XYZ. Et ils ont des commanditaires pour chaque affaire qui arrive dans l'UFC est commanditée par une compagnie. Mais les fighters, eux, fuck you, pas le droit d'avoir des commanditaires sur vos shorts, pas le droit de faire de l'argent, pas le droit d'être bien payé, pas le droit de bien manger, vous êtes des caves, allez chier. Du moins ce que l'UFC pense. Donc c'est de la merde, c'est pas une bonne nouvelle, mais ça a changé la face du sport, c'est une des plus grandes nouvelles de la décennie. Je l'ai au numéro 9. Au numéro 8, le ESPN deal. L'UFC est passé de cable television là, à Fox, qui était plus généralisé, à vraiment être diffusé sur le poste numéro 1 de sport au monde. La référence en sport, à travers la planète. Oui, aux États-Unis, mais à travers la planète. C'est ESPN. Et l'UFC est maintenant sur ESPN. C'est absolument gigantesque pour le sport. Et puis même si c'est arrivé vers la fin de la décennie, c'est absolument une des plus grandes nouvelles de la décennie. C'est pourquoi je l'ai au numéro 8. Numéro 7. L'UFC achète Strikeforce. Ça leur a amené certains des plus grands combattants, certains des meilleurs champions de l'histoire de l'UFC. Des Jacare Souza, des Luke Rockhold, oui que ça a moins bien été, des Jorge Masvidal, des Tyron Woodley, sans oublier Daniel Cormier, probablement le plus grand d'entre eux. Mais écoute, tous les combattants absolument géniaux et dominants qui sont venus de Strikeforce, qui sont venus gagner des titres, devenus certains des meilleurs combattants dans l'UFC. Donc, une des plus grandes acquisitions de la décennie, une des plus grandes nouvelles, l'UFC qui achète Strikeforce. Au numéro 6, j'ai la venue d'USADA, les chums qui, ça aussi ça a changé la face du sport. Je sais pas si c'est pour le mieux ou pour le pire encore, on est encore un peu ambivalent par rapport à ça, mais c'est quelque chose qui a complètement transformé le sport, donc on n'a pas le choix de l'inclure. Et je l'ai mis au numéro 6. Passons dans le top 5, cinquième plus grande nouvelle de la décennie, les femmes qui font leur entrée dans l'UFC grâce à Ronda Rousey. Et puis tout ce qui suit par la suite, l'époque Ronda Rousey est détrônée par Holly Holm, qui est ensuite détrônée par Amanda Nunes. Finalement, Cyborg qui fait son entrée dans l'UFC, qui est probablement la combattante féminine la plus dominante de l'histoire. Et puis depuis, on a rendu avec pas moins de 3 divisions féminines dans l'UFC. Je dis 3, mais c'est 4 en fait parce qu'il y a Women's Featherweight, mais il y a genre 3 fighters là-dedans. Donc j'appelle pas vraiment ça une division. Donc 3 divisions point 2 de Women's MMA. Et puis écoutez, un grand moment, sans aucun doute, l'entrée des femmes, le niveau arrête pas d'augmenter, c'est quelque chose qui s'en vient de plus en plus, une des parties selon moi les plus intéressantes des arts martiaux mixtes, c'est le combat féminin. Donc grand moment, je l'ai au numéro 5, au numéro 4, j'en ai parlé dans les moments of the decade, c'était une des plus grandes nouvelles, ça a probablement plus fait parler dans les médias que ça a été un grand moment d'action, c'est Floyd contre Conor. Écoute, on en a parlé pendant quasiment un an avant que ça arrive, ça arrivé, puis on en parle encore aujourd'hui. Donc pas le choix de l'intégrer dans les plus grandes nouvelles de la décennie.
Au numéro 3, maintenant, WME-IMG achète l'UFC. Le départ des frères Fertitta, la famille Fertitta qui sont des symboles de l'UFC, symboles du MMA, des gens de qui on se rappelle. Et finalement, ils sont partis. Ils ont vendu, ils ont fait comme 4 milliards de profit. Dana White s'est mis 400 millions de dollars dans les poches. Et puis, ça a été un moment marquant. Donc, je l'ai au 3e rang. Au numéro 2, c'est vraiment la nouvelle la plus plate de la décennie, mais elle s'est déroulée pendant toute la décennie. Je parle des déboires de Jon Jones, les multiples déboires, tous les événements singuliers par rapport à Jon Jones, où il a fait une niaiserie, où il s'est fait suspendre, il s'est fait arrêter par la police, il s'est fait prendre dans ci et dans ça, et puis, c'est ça. C'est la deuxième plus grande nouvelle de la décennie derrière la personne qui, de par lui-même, juste son nom, à chaque fois qu'il est évoqué à quelque part, ça crée des stories partout, ça crée des nouvelles. Dès que ce gars-là dit un mot, tweet quelque chose, mentionne un nom, mentionne quelqu'un, c'était une niaiserie parce que lui aussi est devenu assez notorious pour faire de graves conneries dans les dernières années. Mais c'est absolument le personnage le plus important de l'histoire des arts martiaux mixtes. Pas le plus grand combattant, pas le meilleur combattant, mais le personnage le plus influent et le plus important de l'histoire des arts martiaux mixtes. Et je parle évidemment, de Conor McGregor. Boum, on passe maintenant aux combattants de la décennie. Ça a été une liste quand même assez difficile à faire. Mais j'ai réussi. J'ai 5 mentions honorables. Et au 5e rang de mes mentions honorables, je tenais à le mettre là. Ça a été un gars qui était dans l'obscurité, commence tout juste là à se faire reconnaître. Son plein potentiel, sa pleine valeur. Mais c'est quelqu'un qui a récolté 18 victoires pour seulement 3 défaites lors de la décennie. Il en a vengé 2 d'entre eux. C'est Douglas Lima. J'avais pas le choix de le mettre là. Mes autres mentions honorables sont Tony Ferguson, Henry Cejudo, Georges Saint-Pierre et Chris Cyborg. Au numéro 10, Jose Aldo. Quand la division des 145 livres est arrivée, il était déjà le Kingpin. On l'a assigné comme champion. Il a gardé ce titre-là pendant des années. Selon moi, est encore le plus grand combattant 145 livres de l'histoire, même si l'UFC essaie de nous vendre un narrative différent. Je l'ai donc au numéro 10 des plus grands combattants de la décennie, Jose Aldo. Au numéro 8, Stipe Miocic, 19 victoires, 3 défaites en 10 ans, 2 fois champion heavyweight, a vengé sa défaite contre Daniel Cormier, a vengé sa défaite contre Stipe Miocic, il y a juste sa défaite contre Stephen Struve qui a pas vengé, puis on s'entend qu'il n'y a pas vraiment besoin à ce stade-ci. Ça aurait été un des personnages les plus importants de l'histoire des poids lourds, celui qui a le plus de défense de titre poids lourd de l'histoire de l'UFC. Je l'ai donc au 9e rang des meilleurs combattants de la décennie, Stipe Miocic. Au 8e rang, Max Holloway, Blessed. Il est arrivé assez tôt là, dans cette décennie-là, pas plus tard que genre en 2012, quelque chose comme ça. Il était dans l'UFC, se battait contre Dustin Poirier. Il était en tout début de carrière, c'est quelqu'un qu'on a vu évoluer sous nos yeux, passer d'un très bon prospect à un bon combattant du top 10, qu'on disait, est-ce qu'il va prendre le prochain step un jour? Jusqu'au moment où il a pris le prochain step, a battu Jose Aldo 2 fois, est devenu la personne que l'UFC essaie de nous vendre comme le plus grand combattant de l'histoire des 145 livres. Et probablement un des gars les plus actifs dans la décennie avec 21 victoires et 5 défaites en 26 combats. Je parle bien sûr de Max Holloway que j'ai au 8e rang. Au 7e rang, Amanda Nunes, la plus grande combattante féminine de l'histoire du sport. Elle a battu tout le monde qui a déjà été champion de l'UFC à 135 et 145 livres, et ce, en dedans d'un round. Elle a même battu la championne des 125 livres 2 fois. Là, je pense qu'il y a peut-être 1 ou 2 personnes qui ont été champions féminins dans l'UFC qu'Amanda Nunes n'a pas battu. Puis c'est que genre toutes les filles à 115 livres et genre Nico Montano. Mais Nico Montano, on s'entend qu'on peut même peut-être pas la compter comme une championne. Bref, c'est la plus grande. Elle mérite sa place là. Elle est au numéro 7. Amanda Nunes. Au numéro 6, Ronda Rousey, même si elle a peut-être un peu moins de combats que les autres, même si elle n'est pas une aussi grande combattante qu'Amanda Nunes, j'ai pas le choix de la mettre devant elle, j'ai pas le choix de la mettre si haute, parce que c'est à cause d'elle qu'il y a des filles dans l'UFC. C'est la 2e plus grande star de l'histoire du sport en termes de pay-per-view, en termes de vente, en termes de mainstream access. Quand Ronda est à son pic, tout le monde ne voulait que parler de Ronda, ne voulait qu'entendre parler de Ronda. Elle était absolument la coqueluche de tout le monde, une des plus combattantes les plus importantes de l'histoire des arts martiaux mixtes. C'est pourquoi je la mets au numéro 6 des plus grands combattants de la décennie, Ronda Rousey. Au numéro 5, un peu pour les mêmes raisons,
Conor McGregor avec 18 victoires et 3 défaites lors de cette décennie. Il a pris le sport par les couilles littéralement. Puis c'est lui qui, c'est encore une fois la plus grande vedette de l'histoire du sport, le personnage le plus influent de l'histoire du sport, la personne de qui on a le plus parlé lors de la dernière décennie. Peut-être que dans la cage, il n'y a pas eu des performances à la hauteur de sa réputation, de sa popularité, mais ça reste un des combattants les plus importants de l'histoire du sport. Puis j'avais pas le choix de le mettre ici dans la liste. Je l'ai au numéro 5. Au numéro 4, Daniel Cormier, il est champion Strikeforce, champion de l'UFC chez les 205 livres 2 fois, champion de l'UFC chez les poids lourd en battant Stipe Miocic, a été un champ, a été un des plus grands combattants. Quelqu'un qui n'a seulement que perdu contre John Jones et Stipe Miocic, fiche de 21 victoires, 2 défaites avec un no contest dans cette décennie-là. Un des plus grands combattants de l'histoire du sport, un des meilleurs combattant de l'histoire du sport, autant en tant que personne, là, très bonne personne, très bon gars en général, mais bon combattant, complet, capable de tout faire, puis la shape, tu sais, on dit the baddest man on the planet, Daniel Cormier, c'est pas pour rien, le gars a pas la shape d'un des plus grands combattants de l'histoire de l'DMMA, pourtant il l'est, je l'ai au 4e rang des plus grands combattants de la décennie, au 3e rang, il était vaincu, il est légendaire, il est très très russe, Khabib Nurmagomedov, que dire de plus sur ce gars-là? On va voir s'il peut continuer ça dans la prochaine décennie, mais celle-là était presque à lui. Il y a seulement 2 gars qui ont réussi à faire mieux que lui selon moi, et au numéro 2, j'ai le plus grand champion de l'histoire de l'UFC, la personne qui a le plus de défenses de titres consécutifs dans l'histoire de l'UFC, Demetrious Johnson. Je pense pas que j'ai besoin d'en dire plus, puis ça me mène à mon numéro 1, que vous aurez deviné, qui est probablement le consensus number 1 fighter of the decade. Il a gagné le titre en 2011, étant le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC. Puis il l'a perdu, mais il l'a jamais perdu dans un combat. Il est toujours invaincu, même s'il y a une défaite à sa fiche qui était dans la décennie auparavant, là, devons-on le dire. C'est une défaite absolument bullshit par disqualification dans un des pires referee calls qu'on aura vu en MMA. Et je parle de John Jones, de loin le plus grand combattant de la décennie. Et puis j'ai aucun doute là-dessus. On continue nos listes de la décennie avec le knockout de la décennie. Puis ça, il y en avait tellement. C'est une autre catégorie que j'aurais pu faire un top 20, mais commencer à être tanné de classer des affaires. Fait que c'est juste un top 15, top 10 avec 5 mentions honorables. Mes mentions honorables étant Kevin Lee contre Gregor Gillespie, Alexander Rakic face à Jimmy Manua, Thiago Santos face à Steve Bossé, Holly Holm face à Ronda Rousey, et Nico Price contre James Vick, le upkick. Je pense que c'était assez génial, ça méritait sa place là. Et au numéro 10, les plus grands KO de la décennie. Nous avons un KO en 2011, Lyoto Machida sur Randy Couture, le dernier combat de la carrière de Randy Couture, le fameux crane kick, le kick du Karate Kid, c'était absolument magnifique. Je l'ai comme 10e knockout de la décennie. Au numéro 9, un KO qui a longtemps, selon moi, été perçu comme étant le plus grand KO de l'histoire des arts martiaux mixtes. Je suis pas d'accord avec ça, c'est quand même un des grands KO. C'est Anderson Silva sur Vitor Belfort, le front kick à l'UFC 126. Au numéro 8, Yair Rodriguez, Korean Zombie, le back elbow, là, comme ça, boum, comme une seconde de la fin du 5e round. Quel moment absolument épique, quel KO absolument incroyable. Au 7e rang, pas le choix de l'inclure, le spinning back kick de Edson Barboza face à Terry Etten. C'était en 2012. Quel moment épique, un des plus grands KO de l'histoire, et ça de loin. Au numéro 6, Michael Venom Page face à Cyborg Evangelista Santos. On s'en rappellera tous, il a fait un trou dans le front, c'était absolument horrible. Donc, Flying Knee de Michael Page au numéro 5. Un autre knockout absolument horrifiant. Francis Ngannou, Alistair Overeem à l'UFC 218. On va s'en rappeler pendant très 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 longtemps de cet uppercut de la mort. Au numéro 4. Paul Daly contre Brennan Ward. Spinning elbow, met son adversaire sur les talons. On comprend pas trop comment il est pas tombé. Boom! Flying knee pour terminer la combinaison. Une des plus belles combinaisons que j'ai vues de ma vie. Spinning elbow to flying knee. C'était au Bellator 170. Allez voir le highlight, c'était magnifique. Paul Daly contre Brendan Ward. Au numéro 3,
Raymond Daniels face à Barros, son 720 suivi d'un hook qui est en plein menton. KO absolument mémorable au Bellator. Birmingham au numéro 2. J'ai longtemps dit, c'est un knockout naissant, mais j'ai dit que c'était mon knockout préféré de l'histoire des arts martiaux mixtes. Ça a maintenant changé, mais je l'ai quand même au numéro 2. Nico Price sur Randy Brown. Il était au sol, il est allé chercher le hook en roulant comme pour un knee bar, quelque chose comme ça, s'est retrouvé un peu pris dans une position entre deux, il était sur ses épaules, t'allais chercher un hook au menton avec son pied, puis il tirait son menton dans des hammer fists, KO au sol sur son dos, absolument incroyable, de quoi d'absolument unique, on n'a jamais vu rien qui ressemblait presque à ça, et c'est mon deuxième KO le plus légendaire des 10 dernières années, et au numéro 1, je vous laisse un petit 30 secondes pour y penser, là. D'après vous, qui est le knockout le plus épique des 10 dernières années? Ben oui, vous avez raison, c'est le knockout le plus épique de l'histoire du sport. Jorge Masvidal, Ben Askren, le Flying Knee. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. C'était absolument légendaire. Continuons avec les pires combats de la décennie. Que de souffrance. 5 mentions honorables encore une fois. Kimbo Slice contre Shamrock, Ken de son prénom. Vraiment pas très bon, c'était au Bellator 138. Ensuite, James Toney qui s'essaye en MMA contre Randy Couture. Ça a pas été bon, au moins ça a pas été long. C'est le 118, UFC 118. En 2010, Rafael Carvalho, Melvin Manoff. Ouh, tabarnou, juste à penser, j'en ai des frissons tellement c'était plat. Je pense que je suis tombé endormi 5 fois pendant ce combat-là. Je sais même pas pourquoi je me suis forcé à l'écouter. C'était absolument de la merde. Bref, Tyron Woodley contre Wonderboy Thompson 2, le rematch où il n'y a absolument rien arrivé à l'UFC 209 et finalement ma dernière mention honorable, Tim Boetsch, Hector Lombard à l'UFC Calgary, UFC 149 en 2012 et au numéro 10, Derek Brunson, Elias Theodorou à l'UFC Ottawa, pas plus tard que cette année. Tabarnouche, c'était absolument magnifique tellement que c'était de la merde. Au numéro 9, nous avons le retour de Ken Shamrock face à Royce Gracie, la trilogie. C'était au Bellator 149 en 2016. En 2016, man. Royce Gracie, Ken Shamrock, 2016. Tout ça en même phrase. Ça marche pas bien. C'était horrible. C'est pas le seul combat horrible qu'il y a eu sur cette carte-là. On va y revenir, mais j'ai ça au numéro 9 parce qu'au numéro 8... Frank Mir contre Mirko Cro Cop, UFC 119. Si c'était pas du knockout absolument ridicule à la fin, là, ça aurait été beaucoup plus haut parce que c'était affreux. Au numéro 7, Valentina Shevchenko, Liz Carmouche, cette année, comme je vous ai dit, là, quelques instants, demi-heure à peu près. En tout cas, c'était horrible, c'était dégueulasse, c'était de la merde. Puis c'est là. Ensuite, nous avons au numéro 6, le combat qui a autant été plate qui a déçu monumentalement MVP contre Paul Daly au Bellator 216 cette année, même au numéro 5, top 5 des pires combats de la décennie. Shake Congo, il aurait pu être présent dans tellement de combats là, sur cette liste-là. J'en avais plusieurs qui étaient candidats d'ailleurs. Dans son combat contre Augusto Sakai, son combat contre Minakov, mais c'est celui contre Sean Jordan que j'ai mis à l'UFC 149 en 2012 à Calgary. Quelle carte ça avait été avec ça, puis Boetsch contre Lombard aussi. Ah, quelle déception pour les gens de Calgary, on va s'en rappeler longtemps. Ensuite, un combat qui est absolument reconnu comme étant un des pires de l'histoire. Gray Maynard contre Clay Guida à l'UFC on FX3 en 2012 au numéro 3. Anderson Silva contre Davion Maia à Abu Dhabi à l'UFC 112. Tabarnouche, le combat qui avait fait péter un câble à Dana White là, qui voulait littéralement sacrer Anderson Silva dehors de l'UFC, même si c'était son champion le plus dominant. Et puis ouais, un combat qui ça a pris du temps là après ça à Anderson Silva avant de vraiment s'en remettre là. Il a fallu que Chael Sonnen arrive pour que Silva puisse se remettre de cette série de performances dégueulasses là qui ont été couronné par cette performance absolument horrible contre Damian Maia à l'UFC 112. Donc, le deuxième pire combat de la décennie. Puis ça, quand tu parles de déception, là, avant le combat, tout le monde disait « Hey, Francis Ngannou va affronter Derrick Lewis. » Comment ça peut décevoir? Ça va être malade. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui se fait knocker. Ils vont soigner them bungalows par la tête. Ça va être absolument épique. Ça va être un combat heavyweight for the ages. Et puis finalement,
T'avais Francis Ngannou qui était absolument PTSD de son combat contre Stipe Miocic puis qui refusait d'engager avec Derrick Lewis par peur qu'il arrive quelque chose de négatif. Et ben, Derrick Lewis, on sait pas mal que oui, il a un peu changé là, dans son dernier combat contre Ivanov, mais sa game, généralement, c'est d'absolument rien faire, puis garder son énergie le plus possible pour quand il voit l'opportunité de lancer une méga bombe d'une main droite en counter, puis si son adversaire lance jamais vers lui, ben c'est pas lui qui va vraiment lancer en retour, c'est quand même lui qui avait gagné ce combat-là, parce que il a essayé quelques affaires, contrairement à Francis Ngannou qui a absolument rien fait de tout ce combat-là. Donc, une déception monumentale et probablement, je dirais, le pire combat légitime de la décennie. Parce qu'au numéro 1, ben, ce n'était pas un combat légitime. Malheureusement, ça a été présenté à la télévision, puis ça a attiré beaucoup d'attention, ce combat-là, le build-up, puis tous les gens voulaient voir ça, même si on savait que ça allait être un des pires shit shows de l'histoire du MMA. Ça l'a été, mais ça l'a été encore plus qu'on pensait que ça avait l'être. Et je parle bien sûr de Kimbo Slice contre Dada le 5 millième. Wow. Kimbo Dada 5000. Écoute, je pense qu'il n'y a même pas de mots pour décrire comment ce combat-là est atroce. Il y a un moment donné dans le combat où les deux gars étaient plus capables de tenir debout tellement qu'ils étaient fatigués. Donc la seule manière qu'il y avait de tenir debout, c'est littéralement d'être appuyé un sur l'autre. Puis le fait qu'il y en ait un qui mette son poids par là, puis l'autre qui mette son poids par là, ben ça faisait une genre de symbiose dans le milieu. Puis ça fait que les gars ont réussi à rester debout. Mais dès qu'ils se sont séparés, Dada a fait comme 3-4 tours de crash de même. Puis il a fini par se face plein sans avoir mangé un coup de poing. Probablement un des seuls TKO due to exhaustion que j'ai vu dans ma vie. Et puis il est mort, je pense, 2-3 fois à l'hôpital cette nuit-là. Heureusement, il s'en est sorti, contrairement à Kimbo Slice, qui est pas mort des suites de ce combat-là, mais qui est malheureusement mort plus tard. Fait que rest in peace Kimbo, tu fus une figure légendaire dans notre sport, mais peut-être pas pour les meilleures raisons. Quand même, quel combat, c'est un combat classique, veux pas, par le fait qu'il était absolument le combat le plus ridiculement horrible qu'on a vu de toutes nos vies. Donc, je vous conseillerais pas d'aller voir ça, mais si vous l'avez jamais vu, ça vaut quasiment peut-être la peine, pour vrai. Donc, Kimbo contre Dada, le 5 millième. Combat le plus merdique de la décennie. Ça va nous mener à... Ben, on va y aller avec la plus grande surprise. Ouais, je pense que c'est celle-là qu'on va faire. La plus grande surprise de la décennie. Donc, le combat qui s'est terminé d'une manière dont personne ne s'attendait. Les plus grands upsets de la décennie. Mais mentions honorables sont Khalil Roundtree face à Gokhan Saki. Parce qu'il l'a knocké, là, surtout. Là, c'est l'avait amené au sol, puis domino, on aurait dit, c'est correct, mais... Se battre debout contre Gokhan Saki, un des meilleurs strikers de son époque, puis lui passer un KO, c'est une surprise absolument incroyable. Donc, j'ai ça dans mes mentions honorables, mes autres mentions honorables. Henry Cejudo face à Demetrius Johnson, le rematch à l'UFC 227. Nate Diaz contre Conor McGregor à l'UFC 196. Jorge Masvidal face à Darren. Et ma dernière mention honorable, Will Brooks contre Michael Chandler au Bellator 120. Et au numéro 10 des plus grandes surprises de l'histoire, de la décennie. J'ai Chris Weidman face à Anderson Silva. Et puis, certains d'entre vous doivent se dire, ah ouais, 10e, c'est pas plus haut. Je le sais pas. Pour ma part, on dirait que j'avais comme un feeling quand que Weidman a battu Anderson Silva, que peut-être c'est pas Weidman qui allait battre Silva, mais que avant ce combat-là, j'avais le feeling que si c'était pas dans ce combat-là, ça allait probablement être le prochain ou maximum l'autre d'après qu'on allait finalement voir Anderson Silva perdre. Je pense pas qu'il allait se rendre à 20 combats consécutifs gagnés dans l'UFC. Il était à 16 là quand ça allait terminer. Donc je m'attendais peut-être qu'il se rende à 17 ou 18. J'étais pas prête à dire, ah oui, Chris Weidman va absolument le battre, mais à partir du combat contre Weidman, il y avait un petit doute dans le fond de ma tête qui me disait, comme Silva, là, c'est pas mal d'un prochain combat que je m'attends à qu'il perde. Comme Demetrius Johnson, d'ailleurs, son rematch contre Henry Cejudo, je l'ai mis dans mes mentions honorables, mais j'avais personnellement gagé de l'argent sur Henry Cejudo, parce qu'avant ce combat-là, je me suis dit, ça fait tellement longtemps que Demetrius Johnson gagne,
qu'à partir de maintenant, de ce combat-là, je vais toujours gager une toute petite somme, là, genre 1$, 2$ sur son adversaire parce qu'il y a tout le temps des très grosses cotes contre lui, puis je peux quasiment me faire un 10$ avec mon 2$ si le bon moment arrive. Finalement, c'est un des gars qui était le moins négligé qui l'a battu, mais j'avais quand même, je pense, gagé comme 2$ sur Cejudo, puis je m'étais fait un 2,50 peut-être, là, quoi de même. Pas un gros game, mais juste pour dire, donc, on dirait dans le cas de Weidman contre Silva, je m'en attendais un peu, puis c'est pour cette raison-là que j'ai décidé de le mettre bas dans la liste. C'est quand même une des plus grandes surprises de la décennie. Je l'ai au numéro 10, mais c'est pas celle qui m'a le plus surpris. Bien qu'on comprenait rien de la façon dont c'est arrivé, le fait que Weidman gagne ce combat-là, c'est quelque chose que je commençais à me faire là, dans l'idée que Silva allait perdre. Donc oui, une surprise, peut-être pas aussi gigantesque que les autres qu'on voit le plus tard dans la liste. Au numéro 9, Darren Elkins contre Mirsad Bektic. De la façon dont c'est arrivé, on va avoir la chance d'en reparler de ce combat-là quand on va parler des retours en arrière absolument épiques là, de la décennie. Mais, quel combat inattendu, quelle victoire inattendue pour Darren Elkins. Dans ce combat-là, au numéro 8, Eddie Alvarez contre Rafael Dos Anjos. Pas qu'on pensait que ça allait être un mismatch puis que Dos Anjos allait gagner ça là, facilement, mais la façon dont c'est arrivé puis que Eddie Alvarez a juste steamroll Rafael Dos Anjos au premier round, c'était de loin une des plus grandes surprises de la décennie. Au numéro 7, Anthony Pettis contre Wonderboy. On en a parlé déjà plusieurs fois de ce combat-là depuis le début du podcast aujourd'hui. Mais écoute, personne s'attendait à ce que ça arrive. Puis la façon dont ça est arrivé, ça met toujours un petit plus là, à l'effet de surprise. Au numéro 6, Irene Aldana contre Ketlen Vieira. Je suis prête à le mettre si haut que ça parce que Ketlen Vieira, oui, avait été inactive pendant quand même une longue période avant ce combat-là, mais dans sa période d'activité avant ça, c'était de loin là, la combattante la plus hype dans la division, puis la personne qu'on disait, hey, elle, un jour, si elle se bat contre Amanda Nunes, ça va être un bon combat. Là. C'est une méga prospect, elle ne cesse de s'améliorer, et puis le beau Aldana qui lui passe un KO comme ça, c'était absolument mémorable. Au numéro 5, TJ Dillashaw contre Renan Barao. Puis je trouve que c'est l'upset que quand on le regarde aujourd'hui, on est genre, hey, je peux pas croire que TJ Dillashaw était autant underdog que ça contre Renan Barao. Mais c'est dans le temps que oui, il méritait son title shot, mais que tu sais, c'était pas Dominic Cruz qui était blessé depuis longtemps à ce moment-là, ou un Uriah Faber. On voyait pas encore TJ Dillashaw comme être à ce niveau-là. Et Renan Barao, c'est le gars qu'avant ce combat-là, l'UFC a essayé de vendre comme le meilleur pound-for-pound fighter en MMA dans un sport où il y avait genre son coéquipier José Aldo et d'autres gens là, qui étaient champions à ce moment-là. Donc, il essaie de le vendre comme le best pound-for-pound. Fait que c'était un upset assez monumental en effet quand Dillashaw a absolument démoli le Renan Barao comme si c'était absolument rien. Et puis ça a vraiment été la fin de Renan Barao tel qu'on le connaissait. Là. Il n'a plus jamais été le même par après. Au numéro 4, Tug Rose face à Joanna Jędrzejczyk. Tout le monde pensait que Joanna allait gagner de 1, mais de 2, personne n'aurait cru qu'elle se serait fait passer un KO. Là. On se disait, si un jour elle perd, c'est quelqu'un qui va réussir à défaire sa takedown defense mémorable, puis va l'amener au sol, puis va la soumettre, ou va juste réussir à assez clincher dans la cage, assez lutter pour gagner une décision contre Joanna, puis c'est comme ça qu'elle va finir par un jour perdre. On pensait jamais qu'un jour elle allait genre se faire prendre à son propre jeu par un left hook qu'elle a jamais vu, puis se faire dropper, puis se faire knocker comme elle s'est fait knocker au tout premier round face à Tug Rose. Donc de loin une des plus grandes surprises de la décennie. Et selon moi, la plus grande surprise sur cette carte-là qui a été remplie d'upsets absolument incroyables, c'est 217. Au numéro 3, c'est Michael Bisping face à Luke Rockhold. Personne s'attendait à ce que ça arrive. D'un, à cause du short notice. De deux, à cause de ce qui est arrivé la première fois que ça s'est affronté. Là, Luke Rockhold a littéralement passé une guillotine à une main à Michael Bisping. Donc on se dit, qu'est-ce que Bisping peut faire contre ce gars-là? Là? Le grand champion intouchable Luke Rockhold. Ça a bien vieilli ça, hein, en 2020. Mais pourtant en 2016, c'était de loin un des upsets les plus incroyables de l'histoire. Ce qui me mène au numéro 2, Fabricio Werdum face à Fedor Emelianenko à Strikeforce en 2010. C'est la personne qui a mis fin à la séquence incroyable de victoire de Fedor Emelianenko. Et pas que c'était comme pas un des meilleurs, sinon le meilleur combattant qui a affronté dans cette séquence-là. Ceux qui a affronté Cro Cop quand même au top, tu sais, puis
tous les combats que Fedor a eu à travers les années, mais plus Fedor était vieillissant, c'est sûr que quelqu'un comme Fabricio Werdum allait toujours être presque son plus gros test, sinon son plus gros test. Mais de voir cette séquence de victoire incroyable-là, de prendre fin, mais c'est un moment littéralement tournant là, de l'histoire des arts martiaux mix. Et c'est pourquoi je l'ai au deuxième rang de la plus grande surprise de la dernière décennie. Ce qui me mène au numéro 1. J'espère que je ne choquerai pas beaucoup de gens quand je vais vous annoncer que le numéro 1 est Holly Holm face à Ronda Rousey. À l'UFC 193, le head kick qui a changé l'humanité. Puis le combat, en fait, là, tu sais, il y a tellement tout ce qu'on disait sur Ronda Rousey. Il y a un moment donné, il y a des gens qui voulaient la voir se battre en boxe contre Floyd Mayweather, puis qui se disaient, je pense qu'elle peut péter à gueule à Floyd Mayweather. Elle, c'est vraiment, tu sais, une bonne boxeuse. Son judo est absolument incroyable. Ses soumissions, son jiu-jitsu, mais c'est rendu une bonne boxeuse. En plus, elle a fini du monde debout, puis écoute, elle a affronté une championne du monde en boxe, en Holly Holm, puis on a vu, tu sais, que c'est absolument pas une bonne boxeuse, puis que, genre... Pour vrai, je sais pas ce que tout le monde a pensé, m'incluant, là, j'ai été moi-même un bout à dire, je pense que pour vrai, Ronda Rousey est rendu vraiment pas pire debout. Je sais pas qu'est-ce qu'on a vu pour croire ça, parce que vraiment, c'était pas vrai, puis ça a apparu dans le combat contre Holly Holm, puis de la façon dont Ronda s'est battue, c'est absolument ridicule dans ce combat-là, mais je suis vraiment persuadé que le premier bon coup qu'elle l'a mangé, il l'a comme sorti du combat complètement, puis après, elle avait l'air de quelqu'un qui était sur l'autopilot, puis qui avançait, puis qui avait littéralement plus aucune idée de ce qu'elle faisait, donc on peut pas vraiment y blâmer de pas avoir été vraiment à son judo dans ce combat-là, quand d'après moi, dès la moitié du premier round, même pas, était déjà complètement out of it, parce qu'elle s'était fait arracher la tête là, par de solides counters de Holly Holm. Donc la surprise de la décennie, Holly Holm contre Ronda Rousey. On va y aller avec le retour en arrière de la décennie. Mention honorable allant à Josh Emmett face à Michael Johnson. Dan Kelly face à Antonio Carlos Jr. Je m'en rappelle de celle-là, c'était assez ridicule. Carlos Condit face à Rory McDonald en 2010, l'UFC 215, les débuts de Rory. Anthony Smith face à Alexander Gustafsson cette année à Stockholm. Brock Lesnar face à Shane Carwin. Dur de penser que Brock Lesnar a déjà été vraiment dans le trouble dans un combat, surtout dans ces années-là, mais c'est arrivé puis il a gagné. Au numéro 10 de la liste des plus grands retours en arrière de la décennie, Travis Brown face à Alistair Overeem. Oh my god, que ce combat-là, je vais toujours me rappeler comment Alistair Overeem était en train de démolir le chum Travis Brown, puis ça est arrivé 2 fois ça à Overeem, puis j'ai quasiment envie de faire un slash puis de mettre les deux ensemble, parce que j'ai décidé de mettre Brown parce que c'est arrivé contre Antonio Silva aussi, mais j'ai contre Brown, c'est comme tout ce qui est arrivé contre Antonio Silva, mais en condensé, en plus rapide. T'as Overeem qui a vraiment démoli là, Travis Brown, qui l'a probablement fini 3-4 fois, mais Brown est tellement tough qu'il a jamais abandonné, puis il a jamais, tu sais, il s'est jamais avoué vaincu dans ce combat-là. Et puis, ben, ça a fait qu'il était capable de lander un front kick, puis il a absolument éteint les lumières à Alistair Overeem dans ce qui est un des grands comebacks de l'histoire de l'UFC. Ça mène au numéro 9. Shake Congo face à Pat Barry. Ben oui, c'est en 2011, c'est dans cette décennie ici, c'est au tout début, mais c'est quand même dans cette décennie ici. Et puis on sait tout qu'est-ce qui est arrivé là, c'est Pat Barry est en train de finir Shake Congo, puis on dirait que genre il l'a carrément knocké, puis Congo c'est comme relevé un peu comme un zombie. Puis à partir de ce moment-là, il était plus humain, et puis il s'est mis à échanger avec Pat Barry, puis il l'a absolument knocké en plein échange. Après, s'être fait dropper puis varloper à quelques reprises dans ce combat-là. Donc un retour en absolument incroyable. Ensuite, au numéro 8, j'ai GSP face à Michael Bisping à l'UFC 217. Et puis, je le mets pas plus haut dans la liste parce que c'est pas tout le monde qui est d'accord pour dire que c'est un comeback. Il y a des gens qui donnaient ce combat-là là, facilement à GSP. Moi, ce que j'ai vu, c'est un premier round très clair à GSP. Ensuite,
ça a commencé à basculer. Le deuxième round, même si GSP a landé un bon takedown, Bisping a donné des coups de coude, a fait beaucoup de dommages en dessous, puis il n'y a aucun doute dans ma tête que Bisping a gagné ce deuxième round-là. Et puis au troisième round, c'était encore une fois all Bisping, là, selon moi, au moment où Georges a réussi à lander le crochet qui a envoyé Bisping au tapis, puis on sait qu'est-ce qui est arrivé ensuite, il l'a fini au sol avec un rear naked choke. Donc oui, c'est un comeback win selon moi, parce que GSP, comme dans le combat qui est arrivé jusqu'au moment du finish, GSP, selon moi, avait perdu un peu plus que la moitié de ce combat-là, mais aussi en avait gagné à peu près la moitié. Donc, c'est certain que je vous devais le mettre sur la liste. C'est un beau retour en arrière, mais c'est pas le plus grand retour en arrière de la décennie, parce que, selon moi, Georges avait quand même à peu près gagné la moitié de ce combat-là. Ensuite, au numéro 7, Stipe Miocic face à Daniel Cormier à l'UFC 241. Miocic avait pas gagné un instant ou presque de ce combat-là avant de sortir avec ses body shots au round 4. Donc, retour en arrière absolument incroyable. Au numéro 6, on vient d'en parler de ce combat-là. Darren Elkins, Mirsad Bektic. Mirsad devait gagner ça, a dominé âprement, mais toujours en travaillant beaucoup. Parce que Darren Elkins, c'est ça qu'il fait avec les gens. Il est fait travailler très fort, même si c'est pour le battre. Puis si t'es capable de garder le pace à Darren Elkins, ben tu vas probablement le battre. Tu vas probablement le battre assez facilement même. Mais si t'es pas capable de garder le pace à Darren Elkins, à la seconde près que tu commences à perdre un peu de jus, ben là, lui, il take over. Puis c'est ça qu'il a fait contre Mirsad Bektic. Dès qu'il a vu que Mirsad avait moins de jus, il l'a chargé, l'a amené contre la cage, lançait des coups, essayait de le grinder, puis Mirsad a essayer de se défaire de son predicament en tournant un peu le dos à l'action. Quand c'est viré, ben c'est viré dans un head kick qui a mis un terme au combat de façon absolument spectaculaire dans ce qui est un des grands retours de la décennie. On passe au top 5 et au 5e rang, j'ai Frankie Edgar face à Gray Maynard. De la façon dont Frankie a réussi à sortir un draw de ce combat-là, après s'être fait démolir comme ça dans les 2 premiers rounds, c'était quelque chose d'absolument incroyable. Et puis, ben, il a réussi. Fait que un des plus grands retours de l'histoire des arts martiaux mixtes, selon moi. Je l'ai au 5e rang de la décennie. Edgar contre Maynard 2. Ensuite, là, on commence à rentrer dans des affaires absolument ridicules. Au numéro 4, Paul Craig face à Magomed Ankalaev. C'est l'an dernier à l'UFC Londres. Et puis, Magomed Ankalaev a gagné 4 minutes 50 quelques de ce combat-là. Et puis, comme à 10 secondes de la fin, même pas, Paul Craig a entendu là, le top, puis il est en train de se faire ground and pound au sol, ce qui est arrivé pas mal pour la majorité du combat. Et puis il a dit fuck that, c'est là que ça se passe. Il a lancé un triangle. Et puis je trouve que Ankalaev, peut-être qu'il avait pas entendu le clapper. Je sais pas ce qui est arrivé, mais il a peut-être été un peu précoce dans son tapping ici. Parce que il l'avait pour vrai. Il aurait gagné ce combat-là. S'il endurait la soumission jusqu'à la cloche sans pass-out, il aurait gagné ce combat-là. Malheureusement pour lui, ben, il se retrouve avec une défaite à genre 4 minutes 59, me semble, 58, quelque chose de la fin du combat, par triangle. Un combat qui aurait assurément gagné. Donc, j'ai ça. Au 4e rang, des meilleurs retours en arrière de la décennie. Ça nous mène au numéro 3. Miesha Tate face à Holly Holm. Quel beau comeback de Miesha Tate pour vrai. Je pense que Holly Holm ne s'attendait pas à se faire revenir comme ça en arrière. C'est un combat qu'elle dominait là, âprement, utilisait son striking, faisait bien, empêchait les amener au sol. Et puis un moment donné, il y en a une qui a pas été capable d'empêcher. Puis Miesha Tate a sauté sur l'opportunité. Immédiatement pris le dos. Très très beau back take d'ailleurs. Il est allé chercher le rear naked choke à l'UFC 196 juste avant qu'on voit Nate Diaz contre Conor. Donc quelle soirée absolument incroyable que ça a été l'UFC 196. Et puis ce combat entre Tate et Holm vient au 3e rang des plus grands retours en arrière de la décennie. Au numéro 2, My Balls Was Hot. Derek Lewis, Alexander Volkov à l'UFC 229 l'année dernière. Volkov a gagné ce combat-là âprement, puis en toute fin de combat, comme il semblait se fatiguer un peu, mais quand même garder son volume, parce que c'est un volume striker, Volkov, c'est pas un gars qui frappe très fort, puis il faut qu'il sorte du combat avec son volume. Faut toujours qu'il continue à lancer, parce que sinon, ben, c'est là que ça va moins bien pour lui. Puis Derek Lewis a passé proche là, c'est littéralement fait finir 4 fois dans ce combat-là, mais c'est Derek Lewis, fait qu'il réussit à
tout juste se sortir du pétrin en lançant une grosse droite, là, c'est pas mal sa manière. Quand il pense que c'est la fin, là, lance la plus grosse droite qu'il est capable, et puis ça fait reculer son adversaire. Malheureusement pour Volkov, à la toute fin du combat, il a comme oublié de reculer, fait qu'il l'a mangé, s'est fait knocker ben raide, Lewis a enlevé ses shorts, Rogan lui a demandé pourquoi, My Balls Was Hot, un des plus grands moments de l'histoire du MMA. J'ai ça au numéro 2 et au numéro 1. Ben, regarde, c'est probablement le plus grand retour en arrière de l'histoire du MMA. Donc, ça n'a pas le choix d'être numéro 1 de la décennie. C'est Anderson Silva face à Chael Sonnen à l'UFC 117 en 2010. 5 cartes de l'UFC après que sa débâcle complète contre Demian Maia. Et puis quand ce combat-là a été fini, puis Silva a fini par gagner en toute fin, va chercher un triangle, il est pas tant tête que ça, fait qu'il va pour le bras, puis Chael Sonnen tape, le plus grand retour de l'histoire. Puis après ça, ben Anderson Silva est redevenu le combattant préféré de tous. C'est la grande légende des arts martiaux mixtes qu'il est. Donc... voici mes comebacks of the decade. On va donc aller avec la pire décision des juges ou de l'arbitre, peu importe, de la décennie. On va aller avec mes 5 mentions honorables. Carlos Condit contre Nick Diaz à l'UFC 143. Kevin Lee contre Michael Chiesa, décision de l'arbitre à l'UFC Fight Night 112 en 2017. Joseph Benavidez contre Henry Cejudo. What the fuck is that decision? Ensuite, on a Alexander Hernandez face à Francisco Trinaldo et Casey Kenny face à Ray Borg. Au numéro 10, Frankie Edgar, BJ Penn à l'UFC 112, juste avant Anderson contre Maia. On a le droit à une vraiment très très drôle de décision dans ce combat-là, qui donnait d'ailleurs la ceinture des 155 livres à Frankie Edgar contre BJ Penn. Donc, c'est pas trop ce qui est arrivé, mais c'est ça qui est arrivé. Personne ne comprend pourquoi, mais Frankie a gagné ce combat-là. Au numéro 9, Forrest Griffin contre Tito Ortiz 3. Je vais toujours m'en rappeler. Forrest était tellement sûr qu'il s'était fait planter. C'était le dernier combat de la carrière de Tito Ortiz, qu'après le combat, il a même pas attendu la décision. Il a sacré son camp. Puis là, Dana White, il courait après dans l'aréna parce qu'évidemment, les juges avaient rien compris. Puis c'est lui qui a somehow gagné ce combat-là, qui aurait jamais dû gagner. Mais bref, décision absolument horrible. Drôle de moment, assez awkward. Au numéro 8, Leonard Garcia contre Nam Fan. Leonard Garcia en a une couple de décisions absolument horribles à son actif, puis j'ai décidé de mettre celle contre Nam Fan, mais je pense que c'est la pire. Il y aurait quand même pu avoir celle contre le Korean Zombie aussi dans la liste, je pense, puis personne n'aurait vraiment chialé. Au numéro 7, je vais faire plaisir à plusieurs de mettre ça dans la liste des pires décisions de la décade. Marlon Moraes face à José Aldo. Moi, personnellement, je sais pas si je suis d'accord. Je pense que le combat, anyway, était tellement serré qu'on peut pas dire que c'est un des pires vols qu'on a vu. Mais la discussion générale semble dire ça. Donc, c'est peut-être juste moi qui ai tort, dans le fond. Au numéro 6, Ben Askren, Robbie Lawler. Malheureusement, Herb Dean, il échappé sur celle-là. Robbie Lawler n'était pas out. Le choke n'avait pas rapport. Mais ça a été tout un fiasco. Ça a été... Hey, que d'action dans ce round-là. Ça fait une couple de fois qu'on en parle depuis le début du podcast. Que d'action. On y va ensuite au numéro 5 avec Joe Lauzon contre Marcin Held à l'UFC 100. UFC Fight Night, c'est-à-dire 103, c'était en 2017. Tu sais, quand le gars qui gagne prend le micro, pis la seule affaire qu'il a à dire, c'est je comprends vraiment pas comment j'ai gagné cette décision-là, mon adversaire aurait vraiment dû gagner, mais c'est parce que la décision était vraiment bâtard. Props à Joe Lauzon d'avoir fait ça. Par exemple, au numéro 4, Paulo Costa contre Yoel Romero. Je pense que pas mal tout le monde avait ce combat-là pour Yoel, hein, finalement. Au numéro 3, je me permets quelque chose de spécial. Je mets 2 combats en une place. Et puis, c'est parce que c'est le même combat. C'est Benson Anderson contre Frankie Edgar 1 et Benson Anderson contre Frankie Edgar 2. Autant je suis pas d'accord avec le fait que Frankie a battu BJ pour gagner la belt, autant je suis encore moins d'accord avec le fait qu'il a perdu contre Benson Anderson la belt puis perdu le rematch. Je pense que les 2 combats, Frankie les avait gagnés. Puis c'est comme un peu fait voler ici. Donc c'est, selon moi, le numéro 3 des pires décisions de la décennie. Ça me mène au numéro 2. Ne me lancez pas de couteau ni d'arc à flèche, mais j'ai bel et bien Georges Saint-Pierre contre Johnny Hendricks. Écoutez, ce combat-là, c'est probablement un des combats que j'ai le plus réécouté dans toute ma vie, parce que à ce moment-là, en 2013, il y avait un débat absolument gigantesque. Ici, c'est sûr qu'au Québec, tout le monde aime Georges Saint-Pierre, tout le monde est partisan de Georges Saint-Pierre. Moi-même, je suis partisan de Georges Saint-Pierre. C'est lui qui m'a fait commencer à écouter le sport. Mais je trouve que c'est très difficile de justifier une victoire pour GSP ici. Puis c'est correct si tu veux lui donner 3 rounds, puis donner 2 rounds à Johnny Hendricks dans ce combat
combat-là, ça ne me dérange pas. J'ai aucun problème avec ça. Mais si tu fais ça, c'est impossible que tu ne donnes pas au moins un 18 à Johnny Hendrix. Et moi, personnellement, je pense que j'ai donné 2, là, 18 à Johnny Hendrix dans ce combat-là, puis j'y avais même donné, je me rappelle plus trop, là, mais un des rounds, je pense, le premier round, j'avais donné à Johnny Hendrix, j'avais donné le deuxième, puis je lui avais donné le quatrième, j'avais donné 3 et 5 à George. De quoi de même? Bref, mais il y a beaucoup de gens qui ont donné 1, 3, 5 à George, puis 2, 4 à Hendrix, mais dans le 2 puis dans le 4, il y a au moins un 18, selon moi, il est au quatrième, mais s'il y a un 18 pour Hendrix, puis George a gagné 3 autres rounds, ça, on appelle ça un combat nul. Donc, dans aucun cas, je suis en mesure de justifier le fait que George a gagné ce combat-là. C'est malheureusement, selon moi, la deuxième pire décision des juges de la décennie, derrière Diego Sanchez contre Ross Pearson. Des fois, il y a des décisions que t'es comme, puis là, t'es un peu bafflé, puis là, t'essaies de te rappeler le combat, ok, il y a telle affaire qui est arrivée là, puis je peux comprendre. Telle affaire, ok, c'est peut-être justifiable. Je suis pas d'accord, mais c'est justifiable. Quand cette décision-là a été annoncée, j'ai même pas réagi, j'ai rien compris, c'était impensable, incompréhensible. Si allez écouter le combat entre Diego Sanchez et Ross Pearson, moi ce que j'ai vu, c'est Ross Pearson qui outstrike Diego Sanchez facilement et qui gagne là, un 30-27 super clair. Et puis somehow, il a réussi à avoir 2 juges sur 3 qui ont donné ce combat-là à Diego Sanchez, qui oui, a avancé, mais qui a juste swingé de l'air. C'est comme la version sa sauce de Aldo contre Moraes. Aldo a avancé contre Moraes, et puis oui, a été moins, je pense, accurate que Marlon Moraes dans ce combat-là, mais ça a été très serré, là, le strike total. Dans le combat entre Sanchez et Pearson, c'était pas serré. De Sanchez qui a frappé toute l'air, puis de Ross Pearson qui a frappé toute Sanchez. Fait que c'est la décision la plus ridicule de l'histoire des arts martiaux mixtes, selon moi. Et c'est pourquoi je l'ai au numéro 1 des pires décisions de la décennie. Ça nous mène à notre dernière liste, guys. On y arrive, la fin de ce podcast absolument interminable. Et puis, ce sont les soumissions de la décennie. Je garde celle-là pour la fin, parce que moi, j'étais un gars de joue, vous le savez, j'aime ça. Puis les soumissions, ben, c'est ma partie préférée des arts martiaux mixtes, surtout quand il y en a des très 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 spectaculaires. Donc, top 10 avec des mentions honorables, bien sûr, des meilleures soumissions de la décennie. Et dans mes mentions honorables, j'ai Alexei Oleinik, le Ezekiel Choke face à Victor Peste du full mount en dessous, incompréhensible. Frank Mir contre Minotauro Nogueira parce qu'on aime ça quand ça pète. Ronda Rousey contre Kat Zingano en genre 10, 13, 12 secondes de quoi de même. Brett Jones au calf slicer contre Joe Soto sur un single leg takedown, une des affaires les plus originales que j'ai vues en MMA de toute ma vie. Et finalement, AJ McKee contre Derek Campbell, super récent, mais magnifique pour tout autant le armbar. Absolument incroyable. On passe au top 10, au numéro 10. Ronda Rousey contre Miesha Tate 1. Parce qu'on aime ça quand ça pète. C'est un armbar. C'est un armbar très brutal qui finit en dessous du bras avec un bras qui casse. Assez brutal. Abstenez-vous si vous avez le cœur sensible. Mais selon moi, une très belle soumission. La 10e plus belle de la décennie. Au numéro 9, John Jones, Lyoto Machida, la guillotine debout, là, complètement sorti avec les mains de même, un peu comme Charles Jourdain a fait contre Alex Morgan, puis la façon dont il a endormi Lyoto Machida, puis quand il lâche, tu vois Lyoto qui tombe comme une pâte molle à terre. Une image qu'on va se rappeler toute nos vies, surtout en ce moment-là, en 2011, voir John Jones, le petit jeune de 20 qui arriver, puis démolir Shogun, démolir Lyoto Machida, démolir toutes les légendes de cette division-là, qui ont fait de cette division-là la plus grande division en arts martiaux mixtes pendant des années. Absolument incroyable. Luke Rockhold face à Tim Boetsch par la suite. C'est son triangle inversé qui a fini en Kimura. La façon dont il a juste joué avec lui au sol, ça nous a montré qu'il était un des meilleurs grapplers qu'on a vu en très longtemps en MMA. J'ai donc son numéro 8. Au numéro 7, Ben Saunders contre Chris Etterly, le seul omoplata de l'histoire de l'UFC. Donc on n'a pas le choix de le mentionner. Au numéro 6, Thiago Moises qui se battait dans RFA avant que ça devienne la LFA et qui est sorti en 2016 un des plus beaux hélicoptères armbar qu'on a vu de nos vies. Vous irez voir le clip sur YouTube, c'est magnifique. C'était contre quelque chose Castillo, je me rappelle plus du prénom de ce gamin. Moises contre Castillo, RFA 35, vous taperez ça. Hélicoptère armbar, absolument magnifique. Au numéro 5 et
Au numéro 4, j'ai mis côte à côte parce que c'est la même soumission, la même soirée à l'UFC 228. On a Aljamain Sterling face à Cody Stamann, puis Zabit Magomedsharipov face à Brandon Davis avec le Suloev stretch, le knee bar du dos qui est absolument magnifique. Assez douloureux, ça fait stretch in même. On passe au top 3 et comme les numéros 4 et 5, les numéros 3 et 2 sont la même soumission, mais écoute, si vous êtes un maniaque de soumission originale, ces soumissions-là n'ont pas le choix de se retrouver là au numéro 3 et au numéro 2. Au numéro 3, c'est Bryce Mitchell contre Matt Sells avec un twister. Et au numéro 2, j'ai décidé de le mettre là parce que d'un, c'est l'original. De deux, c'est la vengeance à une des pires décisions de l'histoire. Korean Zombie a perdu une décision incroyable là, contre Leonard Garcia qui aurait jamais dû perdre il a pas rapport, il a absolument gagné ce premier combat-là. Les juges y ont volé. Dans le deuxième combat, il a dit « Ah, hein, vous voulez me faire ça, les boys? » Puis il a passé le premier twister de l'histoire de l'UFC. J'ai donc ça au numéro 2, ce qui nous mène au numéro 1, la soumission la plus épique de l'histoire des arts martiaux mix. Demetrius Johnson face à Ray Borg, le Mighty Whizbar comme il l'a appelé, ou le suplex, le genre de German suplex to armbar. On l'a vu clip le 5000 fois, c'est magnifique, c'est du jamais vu, c'est Demetrius Johnson à son meilleur, et puis c'est selon moi la plus belle soumission, non seulement que j'ai vue de ma vie, mais la plus belle soumission de la décennie.